Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Ils sont peut-être plus d'1 millier de musiciens et d'amoureux du jazz, venus de New York et d'ailleurs ce vendredi 21 juillet 1967, pour assister à la cérémonie religieuse organisée à l'intérieur de la St. Peter's Lutheran Church à Lexington Avenue, et rendre hommage à John Coltrane, mort 4 jours plus tôt d'une hépatite aiguë à l'âge de 41 ans. Parmi eux, Dizzy Gillespie, Max Roach, Milt Jackson, Jackie McLean, Archie Shepp, Sonny Stitt, Nina Simone. L'église est bondée, et une très forte émotion envahit l'assistance tout au long de cet hommage d'une grande tristesse et de beaucoup de respect qui durera plus de 3 heures sous la houlette de John Gensel, pasteur de la communauté des musiciens de jazz. Cal Massey, l'ami de toujours, récite lentement I Love Supreme, le fameux poème que John Coltrane avait adressé au divin et auquel il avait donné 2 interprétations marquantes. Comme John Coltrane l'avait souhaité, le quartet d'Albert Ayler avec son frère Donald, Tr. Richard Davis, B. et Milford Grave, Dr., joue en cette triste circonstance Truth is Marching In, puis celui d'Ornette Coleman avec ses 2 bassistes David Isanson, Charlie Haddon et le batteur Charles Moffett interprète Holiday for a Graveyard. La musique s'élève comme une dernière incantation divine. Tout un symbole pour celui qui proclamait « Je veux être une force du bien » et avait donné une dimension mystique à sa musique. Ses plus fidèles amis l'accompagneront ensuite au Pineland Park de New York, sur Long Island, où John Coltrane repose aujourd'hui. Beaucoup de témoignages et d'éloges furent prononcés ce jour-là. C'était un ange, disaient de lui ses partenaires musiciens qui avaient interprété à ses côtés, Dear Lord, Joy, Compassion, Spiritual, I Love Supreme, Méditation, Ascension, autant de thèmes ayant illustré sa quête spirituelle. Aujourd'hui, l'African Orthodox Church, branche américaine de l'Église catholique, le considère comme un saint authentique. John Coltrane était simplement persuadé que sa musique pouvait faire oublier à l'homme sa condition sociale, sa misère physique, mentale et spirituelle. Pendant ces 10 dernières années, il est allé jusqu'au bout de son expression musicale dans cette finalité. Plus de 40 ans après sa mort, sa musique incomparable continue d'exister avec la même force, la même énergie, la même exigence dans la recherche d'absolu. Elle exerce la même attraction, la même fascination car elle recèle dans son élaboration et sa création, une forme de mystère que nous allons tenter de découvrir et de cerner en accompagnant John Coltrane au cours de sa décennie fabuleuse, de 1957 à 1967. Nous allons accompagner cet immense musicien dans ses rencontres, ses influences, ses périodes de doute, de recherche, de méditation, de révolte et de sérénité, pour mieux comprendre la complexité de sa démarche créative et ce qui caractérise l'universalité de sa musique. Nous allons nous immerger dans son univers, celui d'un musicien ayant une sonorité et un phrasé immédiatement identifiables, aboutissement d'un travail technique obsessionnel parfaitement accompli. Nous allons suivre son parcours en analysant le choix de ses compositions, l'évolution de ses interprétations, le rôle de ses partenaires et tenter d'analyser les différents aspects du chant et du cri coltranien qui alternent ou sont intimement mêlés, son sens mélodique et son incantation incandescente. Nous allons observer les différentes étapes de l'œuvre de ce musicien d'exception qui voulait jouer toutes les musiques en une, en mêlant le blues, le gospel, la soul, aux musiques d'Afrique, d'Orient, d'Asie, dans un même son et une même démarche musicale. John Coltrane laisse une œuvre immense par sa densité, son intensité, son lyrisme, son contenu esthétique et émotionnel. À partir de 1957, sa musique marque une rupture progressive avec toutes les influences, et elle se caractérise par une recherche et une affirmation permanente d'une expression musicale profondément originale. Cet envol sera ininterrompu dans le choix de ses thèmes, ses explorations, ses fulgurances, son lyrisme rempli de tendresse et de générosité, sa révolte et sa souffrance, et son appel à l'amour universel. Cette œuvre constitue une véritable quête spirituelle en même temps qu'une revendication de l'identité africaine, une tentative de dépassement de la condition humaine, une évocation de la dimension cosmique de la vie et une façon de jouer et de créer qui transcende les barrières musicales. Son destin amènera John Coltrane à enregistrer sous son propre nom un premier disque nommé Dakar, et à donner son dernier concert dans un endroit consacré à la culture africaine, au sein du Olatunji Center of African Culture.
Entre 1957 et 1967, ce sont 10 années seulement qui, placées sous un sentiment d'urgence de plus en plus oppressant, vont donner une décennie fabuleuse sur le plan de la production et de la création musicale. Tout au long d'une vie incroyablement intense, pleine d'un mouvement incessant fait de rencontres et de recherches, de ruptures et d'événements heureux, de pauses et de fulgurances, John Coltrane se ressourcera constamment aux racines du blues, du gospel, de la musique africaine et orientale, afin de nourrir son inspiration et mieux se relancer dans la trajectoire de son univers musical pour finir par se consumer dans une quête éperdue d'absolu. Introduction, une enfance baignée par la musique religieuse. John Coltrane est né le 23 septembre 1926 à Hamlet, un petit bourg de Caroline du Nord, situé à proximité de la côte où accosta le premier navire négrier parti du Nigeria. Ses racines plongent dans le sud des États-Unis, ce terroir où résonna jadis le chant des esclaves noirs déportés d'Afrique et qui constitua sans doute son inconscient musical. Il est issu d'une famille modeste où la religion fait partie de la culture de base et où la musique tient une place de choix. Son père John Robert Coltrane est tailleur. D'un tempérament gai, il joue souvent du violon, de la clarinette et aussi d'un instrument à cordes venu du Portugal et très pratiqué aux îles Hawaï, le ukulélé. Il aime particulièrement interpréter une sorte de valse qui plaît beaucoup au petit John. Sa mère, qui se prénomme Alice, comme sa grand-mère, a appris la musique au collège car elle voulait être cantatrice. À défaut, elle tient le piano ou l'orgue de l'église où elle chante pour accompagner son père, le révérend William Blair. En effet, le grand-père, pasteur dans une congrégation appelée Église africaine méthodiste de Sion, officie chaque dimanche et rayonne dans toute la région. Cet homme à fort charisme tient une place prépondérante au sein de la famille, non seulement par son influence religieuse, mais aussi parce qu'il intervient dans l'éducation de ses petits-enfants. 3 ans plus tard, en 1929, ce grand-père accueillera toute la famille Coltrane dans sa maison située à 160 km au nord d'Hamlet, à High Point, au cœur du quartier noir, dans la partie est de la ville. John Coltrane va y passer toute son enfance et vivre avec ses grands-parents, ses parents, et aussi avec sa tante Betty dont la fille Mary est la compagne de jeu à laquelle il dédiera plus tard une de ses compositions. Il restera marqué toute sa vie par ce grand-père actif et généreux qui créait des écoles pour les enfants noirs, et aimait lui acheter des livres. En 1932, il entre au cours préparatoire de la Leonard Street School où il se montre un élève intelligent, organisé et méticuleux. C'est dans ce contexte familial que John découvre la musique et les chants religieux, ces gospels qui débutent assez lentement pour évoluer sur un rythme de plus en plus rapide, et se terminer parfois dans une transe collective. Il écoute aussi beaucoup la radio qui retransmet les différentes variétés de jazz du moment: blues, rhythm and blues, swing et rythme de danse. En décembre 1938, à l'âge de 12 ans, le jeune Coltrane est très affecté par la mort de son père, puis quelques mois plus tard par celle de son grand-père et de son oncle. Il va alors vivre une année très difficile, et se retrouver seul avec les 3 femmes de la famille. Sa mère fait front et travaille dans un country club tandis que John suit ses recommandations, et se réfugie dans l'école et la musique. Il entre alors dans l'orchestre de la paroisse, dirigé par le révérend Steele, qui l'initie au rudiment de la clarinette. John est plutôt un bon élève à l'école, mais sa concentration, très importante pour un enfant de son âge, va alors inévitablement dériver vers la musique. Il commence à travailler le saxophone alto à la William Penn High School, et il s'entraîne beaucoup en essayant d'imiter les meilleurs musiciens dont il mémorise les solos. Lester Young constitue sa première référence. Comme sa mère lui offre un saxo alto, c'est ensuite Johnny Hodges avec son jeu fluide et aérien, la grande vedette de l'orchestre de Duke Ellington, qui devient son nouveau maître à jouer. En 1940, à 14 ans, il fait partie de l'orchestre de son collège à High Point. Un jour je serai un grand musicien, promet-il à sa mère. Alors il travaille sans relâche ses exercices et sa technique. Il y passe beaucoup de temps et parfois une partie de la nuit, aux grandes dames de ses voisins. S'il est un élève moins assidu, il étonne ses professeurs par ses interrogations sur Dieu, la société, la situation des Noirs. Il est déjà concerné par des questions auxquelles il ne cessera de tenter d'y répondre par la musique tout au long de sa vie, et surtout au cours de la décennie fabuleuse. Il montre une maturité intellectuelle et physique très précoce.
Philadelphie, étape décisive et lieu de rencontre avec des grands musiciens. 1943 est une année déterminante pour John Coltrane. Il termine ses études à la William Penn School et obtient son diplôme, mais il va se retrouver seul à 17 ans. Alice, sa mère, part à Atlantic City pour trouver un travail plus gratifiant alors que sa tante Betty et sa cousine Mary déménagent pour Newark. Pour subvenir à ses besoins, il travaille comme vendeur de soda avec une bande de copains qui aiment la bière et le whisky. Il continue assidûment à travailler la musique. Il connaît le solfège, sait lire les partitions et commence à avoir un minimum de technique instrumentale. En juin, John quitte High Point pour Philadelphie où se développe une importante communauté noire. Il se trouve alors dans un environnement musical très riche qui va lui permettre d'écouter de grands musiciens, d'apprendre à leur contact et de se produire dans certains lieux incontournables. Dès son arrivée, John Coltrane s'inscrit à l'école de musique de Leo Ornstein, ukrainien d'origine, pianiste virtuose, compositeur controversé qui s'était reconverti à l'enseignement. Sous la conduite de Mike Guerra, qui enseigne également à Stan Getz et Jerry Mulligan, il y travaille surtout la technique instrumentale du saxophone et aussi celle d'autres instruments. Il fait une rencontre importante en la personne de Bill Baron, saxophoniste ténor d'expérience, avec lequel se créent des liens d'amitié assez forts, basés sur leur passion commune de la musique. Les deux hommes écoutent leurs musiciens préférés et échangent beaucoup. L'ensemble des musiciens qui enseignent dans cette école reconnaît dans le jeune Coltrane un élève différent des autres, le meilleur auquel ils aient jamais enseigné, quelqu'un de particulièrement sensible, réceptif et travailleur. Cela n'empêchera pas John, déjà très exigeant, de la quitter pour suivre les cours Granoff, institut particulièrement renommé pour la qualité de son enseignement. Il y est également considéré comme un excellent élève, sensible et talentueux. Sa mère, qui suit cette évolution à distance, ne cesse de l'encourager. Parallèlement, John Coltrane gagne sa vie comme il peut dans cette grande ville de l'Est où la ségrégation raciale est moins forte que dans sa Caroline natale, mais où les relations sont rudes, car le vol et la violence font partie de l'environnement. Dans un premier temps, il travaille dans une raffinerie de sucre puis chez des fabricants de potage. En juin 1944, il sera rejoint par sa tante Betty et sa cousine Mary. C'est à Philadelphie que John Coltrane va attraper le virus qui le fera devenir musicien professionnel. Cette ville qui accueille beaucoup de musiciens de jazz fonctionne comme un carrefour, un véritable lieu de rencontre et d'échange, où beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des jam sessions qui se déroulent dans les différents clubs, Spider's Kelly, Woodbine Club. C'est l'époque du swing, celle de l'apogée des grands orchestres qui sont nombreux et créent une ambiance très chaleureuse. Le jeune Coltrane commence par jouer en trio, avec piano et guitare, et anime des soirées dansantes, des fêtes entre amis, avant de débuter dans les différents bars de la ville. Il fait sa première apparition sur scène comme saxophone alto dans le grand orchestre de Johnny Johnson. Blues, gospel, rhythm and blues, swing, musique dansante sont des ingrédients qui peu à peu se mêlent et s'associent dans l'esprit de John qui sait déjà qu'il voudrait jouer une musique qui ressemble à du bonheur. Survient alors la révolution du bebop que John découvre en écoutant Charlie Parker et Dizzy Gillespie, le 5 juin, lors d'un concert du Jazz All-Star à l'Academy of Music. Il est stupéfié par la virtuosité de l'altiste prodige, et va lui demander un autographe à la fin de sa prestation. Et puis arrive le temps du service militaire. Le 7 août 1945, John Coltrane est inscrit comme matelot et suit une formation au camp naval d'entraînement de Samson, au nord de New York. Le 18 octobre, il est promu quartier-maître de seconde classe et se rend alors au centre de Livermore en Californie. Le 28 novembre, il est envoyé à Pearl Harbor, sous le commandement de l'amiral Nimitz. Il part ensuite à Oahu, une des îles de l'archipel Hawaï, où il devient marin de première classe tout en faisant partie de la fanfare, mais aussi de l'orchestre du régiment où il joue de la clarinette et du saxophone alto. Le 13 juillet 1946, il a l'opportunité d'être enregistré pour la première fois en tant qu'alto au sein des Melody Masters, composé de 4 blancs et 2 noirs, lui-même et Benny Thomas au chant. Parmi les 8 thèmes retenus, certains sont résolument bebop, Hot House, Ornithology, Now's the Time et Coco. De retour à Philadelphie, en août 1946, John Coltrane se remet à travailler très dur et de façon obsessionnelle. Il continue à suivre les conseils de Mike Guerra,
s'inscrit de nouveau au cours Granoff où il améliore sa technique de jeu, lit des partitions et exécute des gammes. Il est conseillé par un éminent professeur, Dennis Sandol, ancien guitariste avec un énorme métier qui lui fait travailler ses fondamentaux en même temps que des concepts originax. Il perfectionne aussi sa technique instrumentale avec un excellent professeur de saxophone, Matthew Rastelli. En complément, il joue de temps à autre dans les différents clubs de la ville, Pitt's Musical Bar, Club 421, Caravan Republic Club. En pleine révolution bebop. John Coltrane débarque en pleine révolution bebop dont il avait vu les débuts avant son service militaire, et qui le marquera sans qu'il en soit un acteur clé. Il est projeté dans cet univers qui constitue un des temps forts de l'évolution du jazz, et une vraie révolution musicale avec un important enrichissement de l'harmonie et du rythme. Monk dira, « Si vous comprenez la signification du bebop, vous savez ce qu'est la liberté. » Gillespie affirmera, « To be or not to. Bebop. » Le souffle aérien de Charlie Parker irradie tous les musiciens de son époque, et les entraîne dans une nouvelle façon de construire les phrases et le rythme même du jazz. L'alto devient lyrique et flamboyant, et beaucoup de ténors essaient de jouer comme s'ils avaient un alto. Tous les musiciens veulent accompagner Charlie Parker tant son talent est immense car il est un créateur hors norme, et sans aucun doute, le plus grand saxophone alto de l'histoire du jazz. Il poussera l'exploration du chant tonal à ses limites, et alternera un swing d'une exceptionnelle vivacité avec des tempos très lents d'une grande séduction. Le bebop est maintenant une musique revendiquée par toute une génération. John Coltrane ne sera pas noyé par le flot parkerien, mais il en subira l'influence. Il retrouve Kenny Barron et se lie d'amitié avec Benny Golson, le futur saxophoniste des Jazz Messengers. Entre eux existe une saine émulation car ils doivent trouver leur personnalité musicale, mais il leur faut aussi survivre en cherchant des opportunités dans les différents clubs. C'est ainsi que John joue plus ou moins régulièrement avec le pianiste Ray Bryant, dont le jeu est fortement imprégné de l'esprit du blues. Le 13 septembre, John Coltrane signe son premier engagement professionnel avec Joe Webb qui dirige un orchestre de rhythm and blues qui fait beaucoup danser, et auquel se joint de temps à autre la chanteuse Big Maybelle. Il y joue de l'alto, et participe à une tournée qui se déroule dans différentes villes situées en Pennsylvanie, dans le Michigan, en Géorgie, et se termine par un séjour de 3 semaines à la Nouvelle-Orléans. Dans cet orchestre, John fait la connaissance d'un jeune et talentueux trompettiste de 17 ans, Cal Massey, avec lequel il entretiendra une amitié indéfectible tout au long de sa vie. Les deux hommes sont fous de musique, aiment les mêmes musiciens et partagent les mêmes idéaux. L'un est timide et réservé, tandis que l'autre est plutôt un joyeux luron que rien n'arrête. Ils sont parfaitement complémentaires. Cal Massey est né à Philadelphie, le 11 janvier 1928 et décédé à New York, le 25 octobre 1972. Élevé par sa mère, dès son plus jeune âge il commence à gagner un peu d'argent en chantant et en dansant. Il découvre ensuite la trompette et fait partie de l'orchestre de son école, et travaille pour différents groupes de musiciens professionnels pour lesquels il se met à composer et à chanter. Il sera alors surnommé « The Dark Sinatra ». Il poursuit des études musicales théoriques et harmoniques au Pitt Music Institute. À 17 ans, il va voler de ses propres ailes en acceptant un engagement avec un orchestre assez médiocre et sans avenir. Il se retrouve très vite sans $1 dans les rues d'Indianapolis. Il est alors recruté par Jay McShann avec lequel il jouera pendant 1 an, avant de le quitter, et de se retrouver de nouveau sans ressources. En 1946 Art Blakey l'aide à s'installer à New York, et il jouera avec Kenny Dorham et Fat Navarro pendant 1 an. Il repart à Philadelphie à la recherche de son père, qu'il ne connaissait pas. Ce dernier, cuisinier et restaurateur, veut le convaincre de venir l'aider et d'abandonner la musique. Il rencontre alors John Coltrane qui se prépare à partir en tournée. Ce denier va l'héberger, et ils vont nouer une solide amitié. Ensemble ils feront partie du grand orchestre de Jimmy East avec Benny Golson, Howard McGhee et Percy East. À Philadelphie, il joue avec Red Garland et Philly Joe Jones. Il accompagne ensuite Billie Holiday, mais la tournée est interrompue à cause de l'état de santé de la chanteuse. De retour à New York, il rejoint l'orchestre d'Eddie Vinson. Il se marie en 1952 et renonce pour un temps à toute activité musicale.
De 1956 à 1958, il joue avec Jimmy Garrison, McCoy Tyner, Albert Rees, et aussi de temps en temps avec Coltrane. En 1959, il accompagne B.B. King, George Shearing, puis forme son propre orchestre. En 1961, il enregistre These Are Soulful Days, son seul disque en tant que leader, avec Julius Watkins, Hugh Brody, Patty Brown, P., Jimmy Garrison, B., et J.T. Hogan, D.M. Ce disque ressortira en 2001 sous le titre Blues to Coltrane. Très concerné par la lutte des Afro-Américains pour leurs droits civiques, il rejoint les musiciens d'avant-garde, adeptes de la free music, et se retrouve en 1969 en Europe aux côtés d'Archie Shepp. En 1970, il co-dirige le Romas Orchestra avec James Spaulding, Sam Rivers, Gary Bartz. En 1972 avec Archie Shepp et Stanley Cowell, il collabore à la pièce Lady Day, à Musical Tragedy, et il compose plusieurs thèmes de la suite Attica Blues pour Shepp. Pour John Coltrane, il crée Buckeye, qui paraîtra dans l'album Coltrane en 1957, puis Nakitini Serenade pour l'album The Believer en 1958 et The Damned Don't Cry pour Africa Brass en 1961. En 1967, il lui présente Babatunde Olatunji qui dirige et anime à New York, un centre culturel dédié aux arts africains où John Coltrane enregistrera son dernier concert public. 2 mois plus tard, Cal Massey fut l'organisateur de la cérémonie religieuse pour l'enterrement de John Coltrane dans l'église luthérienne Saint-Pierre de New York. Au début de 1947, John Coltrane rejoint le grand orchestre de King Colacs qui comprend jusqu'à 8 altos et 8 ténors, et joue avec un répertoire assez moderne. Il est alors leader de la section alto et, au cours de la tournée de l'orchestre à Los Angeles, le 19 février, il assiste à un enregistrement du chanteur Earl Coleman avec Charlie Parker. À l'invitation de ce dernier, il aura l'opportunité de faire un bœuf et donc de jouer avec le Bird pour la première fois, accompagné d'Errol Garner au piano et Red Callender à la contrebasse. Suite à cet événement, John, complètement hypnotisé par l'extrême vitalité du jeu de Charlie Parker et par sa personnalité hors du commun, décide d'abandonner l'alto pour choisir le saxophone ténor. Il savait que jamais il ne rejoindrait le maître, et qu'il lui fallait s'affirmer avec un autre instrument. John commence maintenant à être reconnu par les autres musiciens de Philadelphie, qui l'accompagnent plus ou moins régulièrement. C'est pour lui autant d'occasions de progresser aux côtés de Kenny Barron, Benny Golson, Ray Bryant, Joe Jones et Jimmy East. Au cours du mois d'avril, il rejoint Jimmy East qui dirige un grand orchestre et se lance de plus en plus dans la composition et l'arrangement. Ce dernier appartient à une grande famille de musiciens et pratique le saxo ténor tandis que son frère Percy est contrebassiste et son autre frère, Albert, batteur. Coltrane et les frères Rees jouent parfois ensemble dans certains clubs de la ville, et une saine émulation existe entre les deux jeunes souffleurs qui aiment écouter leurs musiciens préférés en analysant leur façon de jouer pour les imiter aussi bien qu'ils peuvent. Ils suivent en particulier très attentivement les maîtres, Dizzy Gillespie et Charlie Parker, dont ils apprennent le répertoire parkerais avec lesquels ils auront la chance de voir jouer lors d'un concert du Jazz at the Philharmonic, organisé par Norman Granz à l'Academy of Music de Philadelphie. Très doué, Jimmy East participera à 21 ans au premier Festival international de jazz de Paris. Au sein de l'orchestre de Jimmy East, John Coltrane se remet à l'alto. Il lui faut non seulement changer complètement de style, mais aussi apporter la qualité instrumentale d'un bon soliste, lire parfaitement bien la musique, et faire un travail d'adaptation sur les partitions et les arrangements. Il travaille beaucoup les harmonies et les tonalités. Le 7 décembre, lors d'un concert de charité auquel participe l'orchestre de Jimmy East, Charlie Parker se joint à ses musiciens, et ce sera de nouveau un choc pour le jeune Coltrane toujours fasciné par la dextérité du Bird. À cette occasion, il sera présenté à Miles Davis qui l'engagera 8 ans plus tard. Début au saxophone ténor avec Eddie Vinson. John Coltrane commence l'année 1948 toujours avec l'orchestre de Jimmy East qui pratique une musique de danse de très grande qualité, et joue souvent sur un rythme effréné prisé par un large public, auquel se joint de temps à autre le chanteur Jimmy Thomas. En octobre, Howard McGhee, excellent trompettiste qui a souvent joué et enregistré avec Charlie Parker, récupère les 17 musiciens de Jimmy East qui lui a passé le relais et met le cap sur New York. L'orchestre part en tournée à travers les États-Unis,
Et c'est pour le jeune Coltrane une véritable aventure qui lui permet de découvrir les grandes salles de spectacle et les clubs renommés des grandes villes, y compris le légendaire théâtre Apollo de Harlem à New York. Il partage l'affiche avec les meilleurs musiciens du moment dont Illinois Jacquet, et au Paradise de Détroit il a le plaisir d'accompagner la divine Sarah Vaughan. C'est une grande année pour John Coltrane qui va franchir un palier important sur la scène musicale. En novembre, Eddie Clinette Vincent, altiste crieur de blues et de rhythm and blues, l'engage comme ténor dans sa petite formation. Ce sera une expérience fondamentale aux côtés d'un excellent musicien qui joue sans fioriture, mais avec une grande force communicative, une musique immergée dans les racines du jazz qui l'influencera certainement dans sa future démarche. Ils produisent un jeu basé pour l'essentiel sur le dialogue instrumental. Eddie Vincent commence une phrase et John Coltrane la prolonge tout en relançant. Ils joueront ensemble du 20 novembre 1948 jusqu'au 30 mai 1949, parcourant ainsi plus de 60 villes où ils connaîtront un grand succès. Lors de leur nouvelle opportunité pour Coltrane de faire un bœuf avec le Byrd. 1948 correspond à une époque d'intense activité musicale et d'émulation entre les musiciens qui tentent de suivre Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Pour bien jouer cette musique en train de se créer et en pleine effervescence, certains musiciens s'adonnent à l'alcool et à certaines substances afin de mieux entendre les sons de leur musique. John Coltrane n'hésite pas à prendre de l'héroïne. De plus, il fume plusieurs paquets de cigarettes par jour, consomme beaucoup de sucreries et boit quand il est en manque de stupéfiants. Ce très mauvais régime aura des conséquences sur sa musique et surtout sur sa santé, mais il travaille toujours autant pour améliorer sa sonorité et sa technique de jeu. Depuis qu'il a côtoyé Charlie Parker, le sentiment d'urgence commence déjà à l'habiter. Mu par le désir de rejoindre les maîtres du bebop, John Coltrane travaille jour et nuit à la recherche de sa propre identité musicale. Son rythme était comparable à celui de Parker et au style bebop, mais il ne pouvait jouer les plans de Parker. Il avait ce même sens éruptif, une façon de faire exploser les accords avec des notes sous-entendues ou des notes fantômes, et il faisait éclater les lignes mélodiques. Il possédait ça avant d'avoir appris les bonnes notes à jouer. C'est ainsi que Jimmy East évoquait son jeu à l'époque. En 1949, le jeune Coltrane reste toujours aussi impressionné par le jeu de Lester Young et celui de Coleman Hawkins. Il est séduit par le style très simple, mais décalé de Lester, et il est fasciné par l'interprétation du body and soul d'Hawkins. Il veut les égaler et les dépasser, car ils ne font pas partie de cette nouvelle génération bebop. Alors il travaille sans cesse pour progresser avec une très grande exigence pour lui-même. Il va commencer l'année en poursuivant la tournée avec Eddie Vincent. Ce dernier l'a choisi au détriment d'un saxo-ténor confirmé, Louis Judge, qu'il surclasse par son volume sonore et sa qualité de jeu. Il veut d'autre part rénover le répertoire composé de blues en y ajoutant des compositions plus modernes comme Ornithology, Four, Tune Up. Eddie Vincent et John Coltrane s'entendent toujours parfaitement, et dialoguent sans cesse avec leurs instruments qu'ils vont jusqu'à échanger en plein concert. Red Garland au piano et John Coles à la trompette, deux musiciens de talent, prennent également toute leur part au succès de l'orchestre. À la fin de son contrat, au début de l'été, il intègre les All-Stars de Philly Joe Jones et aux côtés de Benny Golson, il se produit dans les principaux lieux de Philadelphie. En septembre, John Coltrane fait partie des musiciens qui accompagnent la très talentueuse Dinah Washington, alors âgée de 25 ans, lors de l'enregistrement du disque The Good Old Days pour Mercury qui hélas ne sera pas édité dans l'immédiat. Parmi les musiciens, il est intéressant de noter la présence de Charles Greenlee, TB, Jimmy East St, Cecil Payne SB, Freddie Green, G, Ray Brown B. Sur les rythmes afro-cubains de Dizzy Gillespie. C'est à l'automne de cette même année, le 16 septembre 1949, que John Coltrane va accomplir un rêve d'adolescent en faisant partie du grand orchestre que Dizzy Gillespie est en train de constituer. Trompettiste autodidacte, ce dernier est également chanteur, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre. Très tôt il joue avec Cab Calloway, Chu Berry et Cozy Cole, puis il va très vite travailler avec les plus grands, Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Fletcher Henderson, Earl Hines, Charlie Parker, Billy Eckstine, Jimmy Dorsey, Duke Ellington. Dès 1945, à 28 ans, il enregistre les premières phases du bebop dont il fut un des créateurs, et la même année, il se produit avec Charlie Parker.
Ensemble, ils donneront un concert mémorable au New York Stone Hall. En 1946, il crée son premier grand orchestre qui voit défiler les meilleurs musiciens du moment: Monk, John Lewis, Milt Jackson, James Moody, Paul Gonsalves. Il va ensuite jeter les bases d'un jazz afro-cubain en jouant avec les meilleurs interprètes du genre: Ray Barretto, Mongo Santamaria, Chano Pozzo, Machito, Candido. Doué d'une incroyable technique, Dizzy Gillespie avait un jeu très véloce et un style personnel profondément original. C'était un personnage exubérant, virtuose et gros souffleur, en même temps qu'un chanteur étonnant très apprécié du grand public qui l'enthousiasmait par son charisme. Il possédait d'autre part un incroyable talent scénique, qui s'ajoutait à la qualité de sa musique. Dizzy était un génial improvisateur qui avait l'art de transformer d'anciens standards en thèmes originaux. Constamment inspiré par ses racines africaines, il créait un jazz très relevé en rythme et en couleurs, plein de joie et de fantaisie. John Coltrane est recruté grâce à l'appui de Jimmy East et du pianiste de l'orchestre, James Foreman, en tant que premier alto pour renforcer la section de saxo, et il y retrouve Howard Mag. C'est pour lui une chance exceptionnelle que d'être choisi par ce musicien très talentueux, qui avec Louis Armstrong et Miles Davis, figure au panthéon des trompettistes qui ont fait l'histoire du jazz. Il va avoir le grand honneur d'accompagner Billie Holiday au Royal Theatre de Baltimore, et le grand bonheur de jouer dans un orchestre moderne, celui d'un des maîtres du bebop, celui-là même qui l'initiera également à la couleur latine, au rythme de la Caraïbe et à la musique afro-cubaine. Le jeune Coltrane apprécie d'autant plus que Philadelphie est une ville où ces ambiances sont fortes. Cette influence se retrouvera plus tard dans certaines compositions, où il créera une fusion entre le jazz et la musique africaine. C'est une opportunité unique pour lui qui, dans un contexte aussi stimulant, va donner le meilleur de lui-même et progresser encore, même s'il n'a pas suffisamment de temps pour improviser. Il surmontera cette déception en montrant ses aptitudes à évoluer et à s'intégrer parfaitement pour apporter son souffle et sa sonorité au sein d'une section de cuivre d'un niveau si élevé que Dizzy lui-même la mentionnera comme étant la meilleure de celles avec laquelle il ait jamais travaillé. Il faut imaginer côte à côte Jimmy East, Paul Gonsalves et John Coltrane. Le 21 novembre 1949, la marque Capitol gravera un enregistrement de cet orchestre étonnant conduit par un maître à jouer charismatique qui marquera son époque et restera dans la légende du jazz. Le titre du disque est sans équivoque, Strictly Bebop. John Coltrane va rencontrer au sein de l'orchestre des musiciens qui l'aideront à définir plus précisément son orientation musicale, notamment le saxophoniste ténor Bill Evans, avec lequel il noue une amitié qui durera jusqu'à sa mort. Ce dernier se convertira plus tard à l'islam et prendra le nom de Youssef Latif. Il exercera une certaine influence sur John car lors de différents séjours en Afrique, il avait étudié l'art musical à Ouassa, et il lui fera découvrir la spiritualité qui émanait de cette musique. Tous les deux sont fortement intéressés par les musiques africaines et orientales, ainsi que les démarches spirituelles auxquelles elles sont liées. Ils commencent également à s'interroger sur le bouddhisme, puis découvrent le caractère universel des textes du Coran, auxquels plus tard ils rendront hommage en cherchant à les évoquer dans leur musique. Ils poursuivront des parcours parallèles, mais donneront un sens similaire à leur démarche. Youssef Latif deviendra un musicien important dont le parcours musical très original et créatif l'a récemment mené en France, à l'invitation des frères Belmondo qui permirent de le redécouvrir. Ils donnèrent ensemble quelques concerts mémorables et enregistrèrent Influence, un très beau disque d'une musique riche et complexe qui connut un certain succès. Cette période musicale est fondamentale pour John Coltrane, qui découvrit et interpréta les thèmes de musique africaine si chers à Dizzy Gillespie, avec la présence de percussions jouant un rôle central dans le développement de cette musique. La rencontre avec Youssef Latif l'amena à prendre conscience d'une manière moins exubérante mais plus profonde de la présence vitale de la racine africaine dans leur démarche musicale. Les ravages de l'addiction. L'aventure avec Dizzy va se poursuivre, mais sous une forme un peu différente. En juin 1950, le célèbre trompettiste a quelques soucis financiers et se trouve contraint de dissoudre son grand orchestre pour recréer un sextet. Non seulement les grandes formations étaient coûteuses, mais le public préférait écouter le bebop alors en pleine vogue,
car il était joué par des quintettes ou des sextettes au sein desquelles les musiciens prenaient des chorus beaucoup plus longs. John Coltrane sera choisi comme saxophone ténor et Jimmy East comme alto. Mais les deux musiciens succombent à l'alcool et à la drogue, et ils créent des situations insupportables pour Dizzy qui les congédie. Coltrane en particulier arrive fréquemment sur scène dans un état douteux ou très en retard. On le retrouve endormi dans les toilettes ou inanimé dans sa chambre d'hôtel. Humilié par cette situation, il fera tout ensuite pour se racheter en améliorant son comportement vis-à-vis de Dizzy et des autres musiciens. Il sera réintégré quelques mois plus tard, en décembre, mais Jimmy East, irrécupérable dans l'immédiat, est obligé de quitter définitivement l'orchestre qui devint un quintet. John Coltrane se cantonnera alors à bien accomplir son travail, sans chercher à innover. Il se montrera très appliqué, et aura ainsi l'occasion de jouer pour la première fois avec Miles Davis, à New York, en compagnie de quelques autres très bons musiciens comme Sonny Rollins, Bud Powell et Art Blakey. En janvier et en février 1951, en direct du Birdland de New York, sous la conduite de Dizzy Gillespie, avec Milt Jackson au vibraphone, Bill Taylor au piano, Percy Hiss et Art Blakey à la rythmique, accompagnés de Joe Carroll au chant, John Coltrane enregistre une série de thèmes qui font partie du répertoire de Dizzy Gillespie et seront répartis dans 2 disques différents. Trent's First Read Dizzy Gillespie, en 2 volumes sous le label LP Oberon, et Burke's Work. Sur la couverture de ce premier disque aujourd'hui introuvable, également identifié sous l'appellation Trent's First Read First Broadcast, pour la première fois est évoqué le nom et apparaît la photo de John Coltrane auquel Dizzy veut rendre hommage car il a apprécié ce jeune musicien qui joue avec un volume sonore déjà intense, et une grande facilité pour monter dans les aigus. En mai 1951, avec ce même quintet, John Coltrane a une seconde et dernière opportunité de jouer au Birdland avec Charlie Parker. C'est un événement pour lui qui avait découvert le Bird 5 ans plus tôt, car il restait toujours aussi impressionné par ce musicien de génie qui lui apparaît comme un modèle par la démesure du personnage, sa liberté totale, sa façon de jouer sans retenue, de se consumer dans de fulgurantes improvisations, et par la beauté musicale qui en émane. Il sait cependant que le Bird ne recule devant rien pour créer cette musique avec des envolées qui atteignent l'inaccessible, et qu'il s'adonne à la drogue avec une consommation toujours croissante. Mais John n'entend que la musique. Il est conscient d'être loin de parvenir à cette forme de talent et de beauté réunie, mais il sait aussi que c'est là où il veut aller, et pour cela il est prêt à tout. Il refuse de voir la part d'autodestruction, pour ne considérer que la dimension universelle de cette musique presque irréelle. En mars 1955, Charlie Parker s'envolera définitivement, et John Coltrane restera longtemps marqué par cette disparition irremplaçable. Coltrane a beaucoup appris aux côtés de Dizzy Gillespie, que ce soit en grande formation ou en quintet, et cette période constitue un véritable tremplin pour son futur parcours. Il a travaillé dur pour jouer ce que le maître attendait de lui, et il en a profité pour améliorer sa technique de jeu et constamment se perfectionner. Il reste néanmoins un peu dépité de n'avoir pas eu assez d'espace pour improviser. Dizzy l'a beaucoup aidé lorsqu'il est devenu dépendant de l'alcool et de la drogue. Il s'est montré aussi tolérant qu'on peut l'être dans de telles circonstances, devant certaines attitudes et certaines disputes avec les autres musiciens, il fut obligé de se séparer momentanément de lui. Il le réintégrera un certain temps dans son nouveau quintet et puis, la séparation deviendra définitive. John Coltrane retourne ensuite à Philadelphie et se remet au travail. Il continue de suivre assidûment des cours à la Granoff School, car il veut atteindre un très haut niveau de qualité de jeu. Il y retrouve ses 2 professeurs qui ont compris son exigence et le stimulent pour y arriver, Dennis Sandol pour la théorie musicale, et Matthew Rastelli pour le saxophone. Il le confronte à la lecture musicale des partitions les plus complexes, afin de le pousser à acquérir une technique instrumentale parfaitement maîtrisée. Mais il lui faut survivre, alors il joue de temps à autre dans différents bars avec des orchestres de rhythm and blues comme celui de Daisy May and the Epka qu'il appréciait particulièrement. Période de doute. En janvier 1952, John Coltrane rejoint la formation du saxophoniste ténor et chanteur Gay Cross avec lequel il enregistre 3 LP. Fat Sam from Birmingham, Easy Rockin' et No Better for You. Plus tard,
Il rencontre Earl Bostic, multi-instrumentiste mais surtout saxophoniste doté d'une grande maîtrise et d'un gros son jubilatoire. Il recommence à jouer un jazz de danse, certes très entraînant, mais assez éloigné de la trajectoire qu'il aimerait suivre. Il participe en avril et en août à 2 séances d'enregistrement à Cincinnati et à Los Angeles. Earl Bostic for You et Dance Time. Dans cette dernière ville, il fait la connaissance d'Eric Dolphy qu'il retrouvera plus tard comme partenaire de sa grande œuvre future. En attendant, il est sans $1, et c'est Dolphy qui lui paye son retour à Philadelphie. Courant mars, Coltrane, qui avait une amie, Helen Gross, décide en bénéficiant de conditions de prêt très avantageuses réservées aux vétérans, d'acheter une maison en briques rouges à Philadelphie, dans le quartier blanc de Strawberry Mansion. Il y accueillera sa cousine Mary, sa mère Alice et sa tante Betty qui mourra peu de temps après, en juin. Cette maison, aujourd'hui considérée comme un monument historique, a été rénovée sous l'impulsion de sa cousine Mary et comprend studio d'enregistrement, salle d'archives, librairie. Il semble que ce soit en septembre que John Coltrane se soit retrouvé à jouer aux côtés de Miles Davis et Sonny Rollins à l'Audubon Ballroom de Manhattan à New York. L'événement est considérable, mais peu d'informations le relatent. L'année 1953 sera une année noire, sans rencontre majeure ni enregistrement de qualité, une année comme en connaissent beaucoup de musiciens y compris les plus renommés et les plus créatifs. John Coltrane traverse une passe difficile. Il vit surtout la nuit et succombe de nouveau à ses penchants pour l'alcool et la drogue, surtout l'héroïne. Comme lorsqu'il était à l'école, il s'interroge sur le sens de la vie et l'existence de Dieu. Il lit beaucoup de livres concernant la spiritualité et les philosophies orientales. Il joue quand c'est possible, souvent dans les bars où il fait une sorte d'animation. De temps à autre, il fait partie d'un orchestre dirigé par son ami, Spec Wright, qui n'est pas très regardant sur le choix des lieux. En réalité, il survit alors comme il peut. Au début de l'année 1954, il retrouve le rhythm and blues avec Benjamin Clarence Jackson et Big Maybelle qui l'accompagnent de nouveau. Puis en mars, il est appelé par Johnny Hodges, celui qui fut sa première référence et est resté un de ses maîtres préférés. Ce dernier a quitté Duke Ellington depuis quelques années, et il a monté son propre orchestre tout en gardant un large répertoire ellingtonien. C'est une aubaine pour Coltrane qu'il apprécie beaucoup pour son style et son lyrisme. Ils partent en tournée sur la côte ouest, et en juin, ils enregistrent ensemble un disque pour la radio, At a Dance in a Studio en radio, où Johnny Hodges lui permet de jouer dans son style volubile et puissant. L'entente durera à peine 6 mois, car au cours du mois de septembre, Hodges, qui était patient mais intransigeant sur l'utilisation de la drogue, met John Coltrane à la porte de son orchestre pour défaillance répétée. Coltrane aima cette période qu'il commenta en ces termes : « J'ai vraiment adoré ce travail. J'aimais toutes les pièces du programme. Rien n'était superficiel. Tout avait du sens, tout swingait. Et Rabbit joue avec une telle assurance. J'aimerais jouer avec la même confiance. Mais en plus du plaisir musical, j'ai apprécié cette période avec Johnny car j'y ai puisé des informations de première main sur ce qui se faisait bien avant moi. » Nouveau retour à Philadelphie et nouvelle galère. Mais au cours d'une jam session, John Coltrane fait une rencontre fortuite et capitale en la personne de Juanita Grubbs, originaire comme lui de la Caroline du Nord, ouvrière couturière de 26 ans et de religion musulmane, rebaptisée Naïma. Elle va constituer pour lui un ancrage affectif important et lui faire découvrir la pratique quotidienne des prières du Coran. Après avoir été baigné dans la religion catholique héritée des Blancs et des colons, il perçoit une autre forme de spiritualité dont il se sent proche, comme d'ailleurs une grande partie du peuple noir qui la revendique comme une identité permettant de lutter contre le racisme et l'injustice sociale qui sévissaient alors dans beaucoup d'États. Naïma lui apparaît comme une force tranquille qui va lui apporter une aide essentielle au moment où il entre de nouveau dans une période de grande difficulté, et elle l'aidera autant que possible à combattre ses addictions. Elle marquera l'histoire de sa musique en lui inspirant la fameuse composition Naïma, auquel il donnera plus tard des interprétations très variées et qui restera un thème d'anthologie dans son œuvre. En cette fin d'année, John Coltrane se voit toujours contraint de jouer dans les différents bars et clubs de Philadelphie, mais souvent en compagnie de musiciens talentueux comme Jimmy Merritt, Clifford Brown, Richie Powell, Bill Baron, Red Garland, Philly Joe Jones. Puis il retrouve Big Maybelle,
joue avec Ted Curson et en septembre il accompagne les organistes Shirley Scott et Jimmy Smith au Spider's Kelly. Il y trouve l'opportunité de développer son jeu, en prenant de nombreux solos. En réalité, dans cette période de repli, il joue avec tous les bons musiciens qui se produisent à Philadelphie. Ce bouillonnement intense le fait connaître et apprécier en tant qu'accompagnateur non dénué de talent, et aussi comme un arrangeur de qualité, car il aimait recréer les thèmes existants. Coltrane effectue pendant cette période un vrai travail de fond, un apprentissage sérieux. Avec le grand Miles Davis. C'est en septembre de l'année 1955 que tout va basculer dans la vie de Coltrane, car Miles Davis, qui a définitivement décroché de la drogue et vient de renouveler son contrat avec le label Columbia, cherche à composer un nouveau quintet. Il avait d'abord pensé à Sonny Rollins comme saxophone ténor, mais ce dernier est en pleine cure de désintoxication et John Gilmore l'a déçu. Red Garland et Philly Joe Jones le persuadent de prendre Coltrane dont il lui vante les incroyables progrès et qui, avec l'organiste Jimmy Smith, fait les soirées chaudes du Spider's Kelly de Philadelphie. Miles fait venir Coltrane à New York pour une série de répétitions qui servent de test et ne sont pas concluantes. Coltrane retourne alors à Philadelphie, mais Miles Davis a des engagements urgents qu'il est contraint d'honorer. Il rappelle donc John Coltrane qui le rejoint au club Las Vegas de Baltimore. L'opportunité est exceptionnelle pour Coltrane, qui va jouer avec celui qui apparaît comme la star de l'époque et veut faire reculer les frontières du jazz. Miles est respecté et admiré par tous les autres musiciens. Il en impose autant par sa personnalité que par son talent, et son incroyable exigence de tous les instants dans tous les domaines. Il a un son de trompette qui ne peut être confondu avec aucun autre, et il pratique une musique toujours en évolution. Pour lui, la musique doit être une création permanente, sans cesse renouvelée, et son exigence le pousse à avoir parfois des comportements difficiles et autoritaires, voire implacables avec ses musiciens et son entourage. Il veut jouer avec les meilleurs et il lui faudra maintenant partager ce challenge avec John Coltrane. Va alors débuter entre eux, à partir du 27 septembre, lors de ce premier concert donné à Baltimore, une véritable saga constituée de moments harmonieux, mais aussi de rapports conflictuels. Ils enregistreront des chefs-d'œuvre, et puis un jour leurs chemins divergeront définitivement. Tous les deux marqueront de façon indélébile l'histoire du jazz. Dans Miles l'autobiographie, récit de sa propre vie écrit avec Quincy Troupe, paru en 1989, Miles commentera en ces termes sa collaboration avec Coltrane. Il y avait donc à présent Trane au saxophone, Philly Joe Jones à la batterie, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et moi à la trompette. Et plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons, comme au public. C'est très vite devenu effrayant, tellement que je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien là. Peu après que Trane et moi nous soyons mis à jouer ensemble, le critique Whitney Balliet a écrit que Coltrane avait un son non dégauché qui met en valeur Miles Davis comme monture grossière pour une belle pierre. Très rapidement Trane est devenu bien plus que ça. Il s'est lui-même transformé en diamant. Je le savais comme tous ceux qui l'entendaient. Le 3 octobre 1955, John Coltrane se marie à Baltimore avec Naïma en présence de Miles et de tous les membres de sa formation comme témoins. Puis Naïma et sa fille Siida retournent à Philadelphie, tandis qu'il repart en tournée avec ce nouveau quintet de Miles. Le dialogue musical commence entre les deux futurs géants. Au début de cette fructueuse collaboration, John Coltrane se fait très discret. Il veut prouver très vite à Miles qu'il a eu raison de le choisir alors que Sonny Rollins avait eu sa préférence initiale. Tout le monde est particulièrement attentif à ce jeune saxo, pas encore très connu et à l'allure assez timide. Dès qu'il commence à jouer, les autres musiciens comprennent que John Coltrane a une vraie personnalité et un style original en train d'éclore. John les surprend et les étonne souvent, mais il lui pardonne de se laisser aller à des sonorités étranges qui détonnent. Son jeu se situe bien en complément de celui de Miles, mais dans un registre très différent. Miles est un esthète qui cisèle. John aime jouer avec un son dense et volubile qui remplit bien l'espace. Il n'est en aucun cas se faire valoir dont parlaient certains critiques, et Miles avait vu juste car il sait que John Coltrane est le partenaire indispensable pour qu'ensemble ils créent une musique à la fois raffinée et nouvelle.
Dans cette aventure qui durera 7 ans avec des intermittences, il ne faut pas oublier les autres musiciens de grand talent qui forment ce quintet exceptionnel. Red Garland au piano, ancien boxeur, possède un jeu d'un grand classicisme, très délié et mélodieux, d'une grande pureté. Il a un toucher exceptionnel, et il effleure à peine les notes. Formé par John Lewis dont il était un excellent élève, il a acquis une solide expérience qui lui a permis de jouer avec les meilleurs. Hot Lips Page, Billy Eckstine, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Art Blakey, Ben Webster, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Lester Young. La rythmique constitue un vrai tandem dont les protagonistes, Paul Chambers et Philly Joe Jones, se complètent à merveille. Tous les deux sont très demandés par tous les autres musiciens. Paul Chambers pour sa capacité d'accompagnement et d'improvisation et sa faculté d'améliorer le son global du groupe avec lequel il joue, et Philly Joe Jones pour assurer le tempo avec subtilité et sécurité. Chez Prestige. Maintenant, tout va s'accélérer dans la vie de John Coltrane. Le 18 octobre, il apparaît avec Miles Davis dans un programme de télévision, le Steve Allen Tonight Show. Une semaine après, ils enregistrent le fameux thème Roundabout Midnight, ainsi que Dear Old Stockholm, Bye Bye Blackbird, Aloha, dont le disque réalisé pour Columbia sortira en mars 1957. Il sera suivi d'une série de sessions d'enregistrement de différents thèmes pour le label qui seront répartis dans plusieurs disques. Circle in the Round, Basic Miles, The Columbia Years. Miles, composé de 5 thèmes issus d'une même séance d'enregistrement dans le studio très renommé de Rudy Van Gilder à New York. Cette succession d'enregistrements en studio constitue pour Coltrane la meilleure façon de perfectionner la rigueur de son jeu car les séances sont courtes. Elles sont réalisées avec une seule prise par thème, de façon à restituer l'esprit du concert et la spontanéité liée à un enregistrement en direct. Il n'y a pas droit à l'erreur. Toutes les conditions techniques sont réunies pour obtenir la meilleure qualité de son possible, et le choix d'enregistrer en une prise unique amène chaque musicien à se concentrer pour produire sa meilleure prestation. L'émotion passe et c'est l'essentiel. Sur le plan musical, Miles s'entend plutôt bien avec sa nouvelle recrue qui prend de plus en plus d'assurance, et si sa façon de prendre des chorus reste assez inattendue, elle apparaît novatrice. John est infatigable et travaille toujours autant pour développer son style et trouver son identité musicale, particulièrement en créant des grappes de notes et en s'essayant au jazz modal. Il fait tout pour s'astreindre à respecter la musique du maître, mais il lui faut montrer son propre talent et sa valeur réelle. Si l'entente musicale est bonne, les rapports entre les deux hommes restent très tendus dans la mesure où John Coltrane a tendance à poser des questions sur les fondements de sa musique qui énervent Miles Davis. De plus, il arrive souvent en retard aux répétitions, aux concerts et aux enregistrements, car il retombe dans son addiction favorite à l'héroïne. Miles a déjà eu cette dépendance, mais il a réussi à s'en sortir au prix d'un sevrage douloureux, et il ne supporte plus que ses musiciens sombrent dans ce travers qui finit par donner une très mauvaise image à son orchestre. Au début, il essaie de persuader Coltrane d'arrêter, mais en vain et il est d'autant plus furieux que ce dernier ne l'écoute pas et continue à se droguer. Son état empire et son jeu devient de moins en moins assuré. Il lui arrive même de somnoler entre les morceaux. Miles essaiera de le persuader avec plus de conviction, puisqu'il ira jusqu'à le maltraiter physiquement. L'année 1956 correspond à une période débridée pour John Coltrane, qui se dépense sans compter avec et sans Miles Davis. Il est plus que jamais dépendant de la drogue qu'il lui faut trouver, et surtout acheter. Il joue dans toutes les grandes villes et veut se confronter aux meilleurs musiciens, ceux qui ont un style très marqué comme le trompettiste Donald Byrd, le tromboniste Curtis Fuller, les saxophonistes Hank Mobley et Sonny Rollins. Ce denier est surnommé le Colosse, à cause de sa stature d'où le titre du disque qu'il vient de sortir, Saxophone Colosseus. C'est le 24 mai que ces deux très grands saxophonistes enregistreront ensemble un unique morceau qui porte bien son nom, Tenor Madness, la folie du ténor. On a souvent évoqué leur rapport basé sur la rivalité, ce que démentira sans cesse Sonny Rollins évoquant son respect pour Coltrane et affirmant même que ses deux meilleurs amis avaient été Monk et Coltrane. Ce dernier lui rendra hommage et lui dédiera en signe d'amitié une très belle composition, Like Sonny. John est un être très réservé. Il ne parlait pas de futilité, mais évoquait des sujets de grande profondeur. Oui, c'était un bel esprit.
Il était avec Monk, mon meilleur ami, confiera Sonny Rollins. Cette même année, les deux premiers... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.